Ben, merci Christelle d'avoir accepté cette interview. Aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de coup de foudre, enfin en tout cas on va démarrer du coup de foudre et puis après on va partir sur l'amour en général parce que toi tu es coach En amour. en amour. Voilà, donc tu fais ça depuis longtemps? Alors, coach en amour, je fais ça depuis 3 ans et demi. Je suis coach professionnel quand même et coach personnel depuis 12 ans. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes coachings que l'amour, c'était vraiment un sujet important pour les gens. Et donc, il y a 4 ans, je me suis certifiée au coaching en intelligence émotionnelle et amoureuse. Donc aujourd'hui on va partir sur quel sujet? Eh bien, le coup de foudre, ce sera une petite partie, mais surtout comment arriver à l'amour connecté et puis les étapes du couple. Ouais, parce que le coup de foudre, ça a tendance à être finalement souvent éphémère, mais en même temps c'est tellement bon de ressentir ça. Tout Mais à fait. voilà, c'est de discuter un petit peu un amour durable finalement. Est-ce que ça peut être un coup de foudre? Ça va être un petit peu la question qu'on va aborder aujourd'hui. Décris-moi le coup de foudre. Qu'est-ce qu'on appelle le coup de foudre? Il se passe quoi dans le corps en fait? Le coup de foudre, c'est un coup, comme son nom l'indique. C'est un coup violent. C'est-à-dire que le corps est vraiment électrisé. C'est un moment magique. C'est un moment magique parce que on va ressentir des choses incroyables dans son corps. C'est-à-dire que le coup de foudre, il va venir sécréter 250 substances chimiques dans notre cerveau, des hormones comme l'ocytocine, la noradrénaline, etc., qui vont nous faire croire que la personne qui est devant nous, c'est la personne qui est faite pour notre vie, qu'on la connaît depuis très très longtemps. Alors en fait, le coup de foudre, il peut nous biaiser parce que finalement, on ne connaît pas la personne qu'on rencontre. Mais c'est un moment tellement merveilleux parce qu'on a les papillons dans le ventre, parce qu'on est attiré par l'autre, on le désire, c'est violent un coup de foudre, on ne pense qu'à lui la nuit, le matin, toute la journée, on ne veut plus se séparer, le seul objectif c'est d'être avec l'autre. Et donc le coup de foudre, c'est magique. Ceux qui vivent un coup de foudre ou qui l'ont vécu s'en rappelleront toute leur vie, ça c'est certain. Le coup de foudre, c'est vraiment magique. C'est courant. Est-ce que tu as beaucoup de gens qui te parlent de coup de foudre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit souvent finalement? Alors, ça peut être courant. Moi, je reçois des personnes qui me disent « moi, j'attends le coup de foudre ». Et souvent, je me suis aperçue que les personnes qui attendent le coup de foudre sont celles qui l'ont déjà vécu parce qu'évidemment, c'est magique. Alors, une rencontre qui est une rencontre plus naturelle, qui n'est pas par un coup de foudre, elle va leur paraître fade. Parce qu'en fait, le coup de foudre, il nous met dans une passion directe. Et c'est magique, la passion. Alors, il y a malheureusement des penchants de la passion qui ne sont pas magiques, hein, parce que la passion, elle est faite de moments de bonheur et de souffrance, mais le coup de foudre, c'est vraiment ça, c'est la passion, on est passionné par l'autre, on ne peut plus s'en passer, on est accro, on est dépendant. Du coup, finalement, est-ce que c'est pas exactement pareil le coup de foudre que de tomber amoureux un peu, tu sais, ce truc, voilà, je sais pas, t'arrives chez des amis, il y a un garçon qui est là, une fille qui est là et t'as quelque chose. Est-ce qu'on peut considérer que c'est ça le coup de foudre ou c'est encore deux choses différentes? Le coup de foudre, c'est violent, c'est-à-dire que je vois l'autre et tout de suite, je me sens attirée par lui. Si je vais dans une soirée et qu'il y a un homme qui me plaît, mais au fur et à mesure de la soirée, je trouve qu'il est mignon, qu'il est sympa, ça, c'est pas le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est vraiment, on se voit, je le vois, et je tombe amoureuse. C'est ça, je tombe en état amoureux tout de suite. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des coups de foudre à sens unique, et ça, c'est dramatique. Il y a des gens qui peuvent avoir un coup de foudre pour quelqu'un et l'autre ne ressent pas du tout la même chose. Ouais. Hein, ça, c'est possible. Mais quand le coup de foudre est pour les deux, c'est vraiment puissant. C'est uniquement physique ou Alors, c'est... évidemment, ça part du physique. Parce qu'en fait, c'est les hormones et les sécrétions, ce qui va se passer dans notre corps qui va faire que, intellectuellement, je vais absolument m'attacher à l'autre.
Donc on peut dire que c'est intellectuel, mais en fait, la raison s'envole complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison. Il y a des personnes, quand ils vivent un coup de foudre, elles vont quitter leur job du jour au lendemain pour aller partir vivre en Australie, elles vont divorcer du jour au lendemain, elles vont quitter leurs enfants. On voit d'ailleurs, il y a par exemple des femmes ou des hommes qui quittent leur famille, qui abandonnent leurs enfants parce qu'elles ont vécu un coup de foudre avec quelqu'un. Donc ça peut nous mettre dans des situations dramatiques. Mais ça nous fait perdre la raison, le coup de foudre, ça c'est certain. C'est quoi la durée finalement d'un coup de foudre? Ça dure combien de temps finalement un coup de foudre? Il n'y a pas de durée, chaque personne va être différente. Alors non, ça ne dure pas qu'une soirée évidemment, parce que l'histoire va s'enclencher, d'accord, mais c'est comme l'état amoureux, c'est-à-dire que ça dure maximum 3 ans. Et après on revient dans des étapes qui vont être les étapes du couple. Et la deuxième étape du couple, c'est la désillusion. Et donc, d'un coup de foudre, on peut être complètement désillusionné par le partenaire avec qui on est. Parce que les étapes du couple, c'est quoi? Et je les expliquerai un peu plus en détail. C'est d'abord l'état amoureux, qui ne vient pas forcément d'un coup de foudre. C'est ensuite la désillusion. Ensuite, une phase de confrontation. Ensuite, et la phase de confrontation, on peut en parler parce que 50% des couples restent dans cette phase. Ensuite, c'est le renouveau et ensuite, c'est le couple connecté. Et le couple connecté, on pourrait dire que c'est l'amour véritable. Alors, j'aime pas trop ce terme quand même si je l'utilise, parce qu'il n'y a pas d'amour véritable. L'amour, ça peut être pour un enfant, pour un chien. Voilà, il n'y a pas de signification, il n'y a pas de définition de l'amour véritable, mais en tout cas, c'est un amour sain, serein, durable, puissant. Le couple connecté. Et le problème, c'est qu'en coup de foudre, on tombe tout de suite en état amoureux, ça peut durer 6 mois, comme ça peut durer maximum 3 ans. Mais après, on arrive dans la désillusion. Du coup, la fameuse question, c'est est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité finalement? Le coup de foudre est une réalité. Est une réalité, mais est-ce qu'il est durable du coup? Mais il n'est pas durable. Alors, si, il peut l'être évidemment. Il y a 90% des couples qui ont démarré leur histoire par un coup de foudre qui se terminent. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas durable pour la majorité des gens, mais il y a quand même 10% qui arrivent à passer cette phase de désillusion. Si vous voulez, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes en état amoureux, même si ce n'est pas par un coup de foudre, à un moment donné, vous tombez dans la désillusion. C'est-à-dire que la désillusion, vous vous apercevez de qui il est vraiment et vous commencez à percevoir ses défauts. Parce qu'en état amoureux, on ne perçoit pas les défauts. Ah oui, même si je perçois des petites choses, je ne veux pas les voir. Non, mais il est magique. Quand on en parle à ses amis, on dit il est extraordinaire, il est ci, il est là. C'est un homme incroyable, il a du charisme. Et puis, dans la désillusion, on va dire « Oh là là, il se met toujours en avant. » En fait, ce qu'on trouvait génial dans l'état amoureux... Ça me fait penser à Florence Foresti, tu sais, son sketch où elle dit qu'elle adore ce côté sportif, puis après, elle ne le supporte plus parce qu'il mange toujours des barres de céréales. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qu'on adorait au début va devenir un inconvénient. Souvent, dans les couples, c'est ça. C'est-à-dire qu'en phase de désillusion, ce qui était génial au début va devenir un peu moins bien. Mais on arrive à passer cette phase de désillusion s'il y a beaucoup de communication. Cette phase, elle peut être très courte et on peut passer dans les autres phases très rapidement. Mais quand on a vécu un coup de foudre, c'est tellement extraordinaire que passer de l'extraordinaire à la désillusion, oh mon Dieu, c'est horrible. Ce qu'on vit, c'est horrible parce qu'on ne ressent plus les émotions qui étaient si intenses lors du coup de foudre. Et c'est aussi pour ça que ça ne dure pas. Parce que dans cette phase de désillusion, les gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, le risque, c'est qu'il y en ait un qui n'aime plus l'autre, du coup, qui n'est plus dans le coup de foudre, et un qui est toujours dans le coup de foudre. Et donc lui, il ne comprend plus. Il se disait, c'était mon âme sœur, c'était ma flamme jumelle, comme on entend parfois. Et puis là, l'autre, non, il est en train de partir parce qu'il est en pleine désillusion. La désillusion, elle n'arrive pas tous les deux au même moment. Elle arrive sensiblement à quelques mois près, mais pas tout le temps au même moment. Donc vivre un coup de foudre, ça peut être très violent par la suite. Est-ce qu'il y a des formes de pièges aussi dans le coup de foudre ou même
l'état amoureux, de ce qu'on pourrait appeler aussi des histoires de transfert, d'attente, de venir guérir des choses en nous qui font qu'on transpose peut-être certaines choses. En amour, on va toujours, c'est pas que en état amoureux, c'est qu'on va toujours guérir une part de nous. On guérit dans le lien, très clairement. Mais on va guérir plus quand on est dans le renouveau et dans le couple connecté. Parce que là, on va vraiment communiquer, on va savoir se dire les choses et dire, voilà, quand tu fais ça, ça touche ça chez moi. Et c'est ça qui nous guérit. C'est pas l'amour de l'état amoureux, parce que pendant l'état amoureux, on guérit de rien, on vit le moment présent, c'est juste magique, on a des papillons dans le ventre. Et puis il faut pas oublier que c'est une connexion intime incroyable. C'est-à-dire que sexuellement, c'est génial, on passe nos journées à faire l'amour, on a toujours envie de l'autre. Vous imaginez bien qu'en phase de désillusion ou en phase de confrontation, le sexe est un peu moins présent. D'ailleurs, souvent, les couples me disent, après quelques années, mais je ne comprends pas, au début, on faisait l'amour tout le temps, et puis là, c'est une fois par semaine ou une fois par mois, je ne comprends pas. Mais oui, mais c'est normal, c'est les hormones qui sont sécrétées pendant l'état amoureux qui nous donnent envie de faire l'amour. Donc là, les hormones, elles ne sont plus aussi présentes. Donc il faut aller travailler ce désir avec l'autre. Parce que le couple connecté, c'est ça, c'est du travail. L'amour, c'est du travail. Donc c'est possible finalement, en passant un peu par toutes ces phases, on se pose souvent la question, est-ce qu'une relation on a l'impression qu'elle s'est un peu ternie, un peu écroulée, est-ce que automatiquement, non, il n'est pas trop tard, mais il y a des choses à réenclencher finalement? Bien sûr, il faut réenclencher la connexion émotionnelle, mais ça c'est possible. Si on croit qu'on va vivre l'état amoureux toute notre vie avec la même personne, c'est impossible. Et ça vraiment, je le dis, c'est pas possible. Parce que vous passez donc de la désillusion à la confrontation, et je disais 50% des couples restent dans la confrontation. La confrontation, c'est quoi? C'est une période de jugement, c'est-à-dire que je vais juger l'autre et je vais essayer d'imposer mon point de vue. Et beaucoup de gens restent dans cette phase de confrontation. J'aime pas quand tu fais ça, de toute façon tu fais jamais rien, de toute façon t'as pas fait la vaisselle, c'est toujours moi qui fais ci. On est dans une phase de confrontation et beaucoup de couples y restent. Or, c'est avec la communication qu'on peut repartir dans le renouveau. Et même quand on est dans le renouveau ou dans le couple connecté, on évolue, on bouge, l'être humain il change de travail, il change de vie, il y a les enfants, la vie d'un couple, c'est incroyable, on peut avoir des conflits pour les enfants, pour l'argent, pour la famille, j'aime pas ta mère, enfin voilà. Et donc, on est toujours obligé, si on veut que ça dure, d'essayer de reconnecter la connexion émotionnelle. Et le gros souci des couples de nos jours, depuis les années 2000, j'ai envie de dire, c'est qu'on est des gros flemmards. Parce qu'en fait, combien de couples se disent... Va plus, allez hop. Ouais, ou vivotent, c'est-à-dire qu'ils sont un peu comme des colocataires, ils s'entendent bien, mais sans plus, ils se disputent régulièrement pour les enfants, pour d'autres problèmes. Et puis ce qui se passe, c'est que parfois ils se disent « oh, je devrais faire ci », mais ils ne le font pas. Il faudrait qu'on s'octroie des moments de qualité, mais ils ne le font pas. On est fatigué, donc on ne le fait pas. Et donc on ne se reconnecte plus. Et la facilité, c'est quoi? C'est de partir pour aller revivre peut-être ailleurs cet état amoureux. Mais au final, avec l'autre personne, quelques années après, ça refera la même chose. Donc la flemme est le problème majeur, pour moi, des couples sur la longue durée qui ne s'entendent plus. Oui, la facilité aussi, je dirais. En dehors de la flemme, moi je trouve que je retrouve pas mal de ma génération. Tu vois, j'ai 35 ans bientôt et cette facilité aussi des réseaux sociaux, en fait, à garder un contact avec des gens que tu sais, avant, tu passais un coup de fil, tu te mettais d'accord sur tu devais te voir le samedi, il fallait pas poser un lapin à l'autre parce que tu pouvais pas lui téléphoner. Et en fait, il y a une espèce de facilité à pouvoir finalement aller à droite à gauche, vivre des trucs, et puis avoir l'impression qu'en fait, on peut aussi tout jeter, recommencer, et les gens veulent vibrer, et tout à fait. Toujours ressentir ce côté passion. C'est sûr qu'on adore ça, ce moment bien amoureux. Bien sûr. Mais on peut encore vibrer même quand on est connecté, et on vit même, j'ai envie de dire, à une fréquence qui est supérieure. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, vu que c'est le mien, par exemple. Avec mon mari, il y a des matins, il m'agace, comme moi, je l'agace. J'ose imaginer si on lui posait la question.
Mais ça n'empêche qu'il y a aussi des jours où ouah, je le regarde et je sens dans mon cœur cette poussée d'amour, je sens dans mon ventre ce désir. Je me dis, ouais, il est beau, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'être avec lui. Et c'est pas que physique, c'est qu'est-ce que je l'aime. Des fois, il va me dire une phrase et je me dis, qu'est-ce que je l'aime. Et en fait, ça, c'est aussi quand on est connecté. C'est-à-dire que ça va pas être, je pense à lui tout le temps et je vibre tous les jours, mais c'est des moments où je vais vibrer beaucoup plus fort et des moments où, par contre, bah oui, il va m'agacer, mais c'est pas grave, on va se réajuster, on va communiquer, on va en parler, on va refaire des week-ends, on va se reconnecter, se programmer des moments de qualité. Parce que c'est ça aussi, les gens qui vont au resto, par exemple, avec leur téléphone portable, ou qui, même s'ils laissent le téléphone portable de côté, mais qui ne parlent que de leurs problèmes au travail, qui ne parlent que de leurs enfants, qui ne parlent pas de leur couple, ne sont pas dans une reconnexion. Moi, j'ai souvent des clients qui me disent, des couples, qui me disent, mais moi, je discute avec ma femme, on discute tout le temps, on parle tout le temps. Et quand je leur dis de quoi vous discutez, ils me disent bah, des vacances, des enfants. Mais en fait, ils ne discutent pas de leur couple. Autour, quoi. Il faut prendre soin de ce couple, de cette troisième entité, parce qu'un couple, c'est moi, l'autre et le couple. Et en fait, on ne prend plus soin de ce couple. On est dans une société qui est malheureusement un peu trop individualiste. Et le développement personnel y est aussi pour quelque chose, même si je suis coach aussi en développement personnel, je le dis, parce que du coup, on est centré que sur soi, on est constamment dans l'introspection et on n'est plus dans l'ouverture à l'autre. Et donc, les gens, s'il y a quelque chose qui entrave ma liberté personnelle avec mon conjoint, plutôt que d'en discuter, plutôt que d'essayer de trouver des solutions, eh ben, je vais me séparer. Et ça, c'est la grande difficulté de ces années-ci, c'est l'individualité, c'est la rapidité des choses. On veut tout de suite, on veut vibrer tout le temps, mais en amour, vibrer tout le temps comme en état amoureux, ce n'est pas possible. L'état amoureux, et il y a un grand psychiatre connu qui le dit bien, c'est que c'est quasiment pathologique. C'est-à-dire que c'est pas normal d'être tout le temps en état amoureux, c'est impossible. Je pense qu'on serait même épuisé. Enfin, j'ai une thérapeute qui me dit toujours, mais Chloé, si tu vibres tout le temps trop haut, ton corps ne peut pas supporter cette fréquence aussi intense. Donc en fait, tu es obligé de redescendre. Tout à fait. Et puis, imaginez si vous ne pensiez qu'à votre amoureux ou votre amoureuse tout le temps, alors vous ne seriez pas, par exemple, au travail ambitieux, vous verriez plus vos amis, parce qu'on le sait, parfois on est amoureux, on voit moins ses amis, sa famille, etc. Donc on s'isolerait, on vivrait dans notre bulle avec notre moitié, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le couple, pour durer, il a besoin que chacun ait ses loisirs, chacun ait ses zones d'intérêt, chacun vibre pour autre chose que pour lui. Parce qu'en plus, si vous avez quelqu'un qui vibre que pour vous, au bout d'un moment, bon, c'est ok, d'accord, mais je suis quand même pas un être parfait, je suis pas une déesse, je suis pas un dieu. On a besoin de voir que l'autre, il s'intéresse à d'autres choses, qu'il est passionné par d'autres choses, qu'il vibre par autre chose. Le couple, c'est fait pour grandir. Il faut que chacun aille grandir aussi à l'extérieur du couple. Tu penses que aussi le fait... alors c'est vrai qu'on a ce côté un peu individualiste, ça c'est sûr. Beaucoup. Mais oui, beaucoup. Je suis la première à travailler sur moi, hein, donc quand je dis ça, il n'y a pas de jugement. Ah non, c'est plutôt ce qu'on voit à l'heure actuelle. Il y a des études qui sont sorties et on voit bien qu'on est parti dans un couple qu'on appelle individualiste. C'est d'abord soi et après le couple. Mais est-ce que tu penses quand même, c'est une question que je me posais, que avoir fait un certain travail, alors pas une fois qu'on est en couple, hein, mais vraiment avant la rencontre, est-ce que de répondre à cette question qui je suis, ce que j'aime, avoir dégrossi pas mal de points de notre vie, ça peut nous aider aussi dans une rencontre ou pas spécialement finalement? Alors je vais aller un peu à contre-courant de tous les coachs en développement personnel, mais ça c'est un peu le but des coachs en intelligence émotionnelle et amoureuse, c'est qu'il ne faut pas forcément être bien pour trouver l'amour. Parce qu'en fait, l'autre va s'attacher à notre vulnérabilité. Donc, je peux travailler sur moi si ça me fait du bien. Hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'empêche personne de travailler sur soi. Mais ça ne favorise pas la relation.
Ça ne favorise pas la relation parce qu'on est tourné vers l'introspection et sur soi. Donc on n'est pas ouvert aux autres. Et puis surtout, l'amour, on tombe amoureux de l'autre quand on capte sa vulnérabilité. C'est ça qui fait que je vais voir son côté sensible et ça va venir me toucher. Et c'est comme ça que je vais tomber amoureux. Si j'ai une superwoman devant moi, c'est souvent le cas dans mes accompagnements, qui montre que tout va bien, que sa vie elle est magnifique, qu'elle est libre, qu'elle a besoin de personnes indépendantes, etc. Eh bien, par exemple, les hommes, ou même d'autres femmes d'ailleurs, hein, si c'est une autre femme, voilà, si c'est le sexe opposé, va se dire, bah, elle est super, je la trouve top, ce qu'elle fait dans sa vie, mais je sais pas, il manque un truc. Il manque un truc, je tombe pas amoureux. Et en fait, c'est ça. Ce qui manque, c'est la vulnérabilité. Et ça, c'est hyper important. Et donc, vous pouvez être très mal et on peut tomber amoureux de vous. Vous pouvez être très mal et tomber amoureuse. Ça, c'est vraiment important à comprendre. On n'est pas obligé d'aller faire une thérapie et d'être bien soi-même pour pouvoir trouver l'amour. Ça, c'est important parce que déjà, de un, on ne s'aimera jamais. On peut aller 50 ans en thérapie, on ne s'aimera jamais totalement. Et puis, ce qui va faire qu'on est attachant, ce qui va faire qu'on va nous aimer, c'est nos fragilités. Ça, c'est vraiment important. Donc moi, les gens qui disent bah, « je vais d'abord travailler sur moi et après, je vais essayer de rencontrer », eh bien non, faites-le en même temps. Si vous avez envie, évidemment, vous avez le droit de travailler sur vous, même pour d'autres domaines que l'amour. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'une fois que vous serez une superwoman, vous allez trouver l'amour. Ça, ce n'est pas vrai. Et donc, je sais que je vais à contre-courant de ce qui se dit souvent sur le net, mais ce n'est pas vrai. Tu vois, je ne le voyais pas comme ça parce que je vais pas te mentir, je n'ai pas rebondi à chaque fois que je me voyais. Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être un peu moi ça, c'est peut-être un peu... Forcément, j'ai des petites parts de ce que tu dis et c'est vrai que finalement, en y réfléchissant, c'est une autre vision. On prend dans l'autre sens et c'est vachement intéressant. On guérit de ses blessures dans le lien, mais on guérit de ses blessures dans le lien uniquement si on arrive à un couple connecté et qu'on communique et qu'on va exprimer nos souffrances, nos douleurs, ce qui se passe avec l'autre. Là, on peut guérir. Si on reste en état amoureux, on ne guérira jamais dans le lien. Hein. Ouais, je vois. On va guérir une fois qu'on avance vraiment dans un amour sain et serein. C'était un peu ça parce que j'avais vraiment cette sensation de voir toutes mes copines ou toutes les personnes, même je dirais des personnes plus dans mon cercle familial qui ont tendance à revenir toujours sur ce point de j'ai trop de choses à guérir, je ne peux pas tomber amoureuse de telle personne. C'est faux. Et en fait, on se met une pression finalement à être un modèle de perfection et je pense qu'on le voit beaucoup chez la femme. Parce que la femme, peut-être que pendant quelques années, elle a peut-être été mise un petit peu de côté et tout, et là, elle reprend un peu de pouvoir, et elle veut être indépendante, mais c'est très bien, mais c'est très bien d'être indépendante, ça n'empêche pas l'amour, attention, on peut être indépendante et trouver l'amour, évidemment. C'est pas ça, c'est aussi, on n'est pas que ça. On n'est pas que la femme indépendante qui réussit professionnellement, on n'est pas que ça. On est aussi la petite fille qui a peut-être vécu des blessures dans l'enfance, on est peut-être aussi la femme qui a vécu un burn-out, on est peut-être aussi la femme qui a souffert dans sa famille, etc. Ce que je veux dire, c'est que quand vous allez par exemple en rendez-vous avec un homme, ne montrez pas que ce côté-là. Parce que ce qui va le toucher, c'est justement les étapes difficiles par lesquelles vous êtes passé dans votre vie et surtout comment vous avez rebondi. C'est ça qui a fait la personne magnifique que vous êtes aujourd'hui. Vouloir montrer que tout va bien, ben non, ça ne touche personne, ça en fait. Et ça va toucher peut-être un homme par un autre, et c'est en fonction de nos points de vulnérabilité. Oui, mais même si une femme... elle réussit professionnellement, elle est ambitieuse, elle est indépendante, elle est solaire, elle a toujours vécu des petites choses qui l'ont traumatisée ou qui l'ont fait souffrir. Et l'homme qui va l'aimer pour ça, il va l'aimer elle pour ses petites fragilités. Finalement, du coup, ce serait plus à revenir à ce terme d'authenticité. En fait, c'est que tout à fait. On n'a pas besoin d'aller cacher des choses, on a juste besoin d'être complètement OK avec nos qualités, nos défauts, notre vécu, nos moments douloureux. Tout à fait. Et ça revient plus au mot de l'authenticité que d'être
trop parfaite, trop travailler sur soi, trop... En fait, je vais vous donner un exemple, c'est que on est comme une poupée russe. C'est-à-dire que quand on est petit, on est un être qui a envie d'amour, plein d'amour, on aime nos parents, enfin voilà, on est pur et on a besoin d'amour, parce que l'être humain, il a besoin d'aimer et d'être aimé. Et donc, on est cette petite poupée russe. Et puis, au fur et à mesure des expériences à l'école, du divorce de nos parents, je sais pas, voilà, en quatrième, on s'est moqué de moi, etc., on va se mettre des couches. J'ai vécu un burn-out, j'ai vécu des choses mauvaises au travail, et donc on est cette grosse poupée russe. Et cette grosse poupée russe, elle touche personne. Même si on est devenu fort, hein, qu'on a réussi à tout combattre, qu'on a été super résilient. Pour être amoureux, et pour qu'on tombe amoureux de nous, il faut enlever toutes ces poupées russes et redevenir ce petit être pur qui en même temps a besoin quand même de quelqu'un pour être aimé. C'est ça en fait. C'est enlever vos couches, enlever vos carapaces, parce que les carapaces, elles sont créées par la peur, par la souffrance. Et pour pouvoir aimer et être aimé, il faut redevenir cette petite fille. Et des fois, tu as des gens qui vont, du coup, avec ce que tu dis, à l'inverse de tout ça, c'est-à-dire, je rajoute des carapaces et de la réussite, et il faut que je montre que ci, que là. Et pourtant, c'est les personnes qui vont attendre le plus d'être aimées et qui vont te dire, mais je comprends pas, regarde, j'ai ça, je fais ça, et ça, et ça, et j'ai pas... Il y a personne qui reste, finalement, où personne n'a le petit truc. Parce qu'elles sont pas vulnérables, elles montrent pas leur vulnérabilité. C'est très bien de parler de, effectivement, sa vie magnifique, mais ce qui va toucher l'autre, c'est vraiment son authenticité, les passages difficiles de la vie. Moi, j'accompagne des personnes parfois qui ont eu des enfances très très difficiles. Hein. Ça peut être des viols, ça peut être un père qui frappe, une maman alcoolique, etc. Et souvent, elle me dit oh, « mais jamais je parlerai de ça lors d'un rendez-vous amoureux ». Ben si, en fait. Alors, on ne vous demande pas effectivement de pleurer dès le premier rendez-vous, mais dès que vous vous sentez un peu en confiance et que la connexion intellectuelle elle est créée et qu'il commence à y avoir une connexion émotionnelle, vous pouvez aborder la famille. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout déballer tout de suite, mais vous avez le droit de dire, moi j'ai eu une enfance difficile avec un papa qui me battait. Et ça ne veut pas dire que vous êtes faible, loin de là. Ça veut juste dire que c'est une étape par laquelle vous êtes passé. Qui explique... Et qui explique aussi peut-être la femme forte que vous êtes maintenant, ou les choix de vie que vous avez faits, ou que, par exemple, vous ne supportez plus un homme qui crierait, par exemple, parce que c'est pas possible. Ça me fait penser à mon papa quand j'étais petite, par exemple. Et donc, c'est important de parler, en fait, et on crée du dialogue. Donc, être authentique, raconter les étapes par lesquelles on est passé, c'est important. Je vais garder la métaphore des poupées russes. Ouais. Parce que la mienne, elle n'était pas aussi jolie. Moi, je disais les couches de l'oignon. Sachant qu'on parle d'amour, la poupée russe, c'est mieux. La poupée russe que je disais, il faut enlever les couches de l'oignon, les couches de l'oignon. Mais bon, je trouvais que... Quand tu m'as dit ça, j'ai dit, tu vois, la mienne est moyenne. J'avoue, je l'ai piqué à ma mentor qui est Florence Escaravage, qui est une coach en intelligence émotionnelle et amoureuse depuis très très longtemps. Et c'est elle qui parle souvent de poupées russes. Et moi, je trouve que c'est un bel exemple pour expliquer. Ouais, carrément. Puis en plus, j'avais vu qu'il y en avait chez toi. Alors, tu sais, je l'ai fait exprès. Je me suis doutée, donc j'ai dit, mais j'en ai vu des poupées russes. Donc j'ai levé la tête en me disant, ça va, j'avais vu ça. C'est quoi les questions, par exemple, les sujets qui reviennent souvent quand tu coaches des gens? Est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui reviennent ou des sujets de dispute ou des choses vraiment comme ça récurrentes? Alors en couple, très clairement, c'est soit le manque de sexe, soit les enfants, soit l'argent, soit la famille. Ça, ce sont vraiment des sujets qui créent des conflits. Alors le conflit, il n'est pas grave dans un couple. On peut avoir des conflits. Un conflit, c'est une mini-crise, ça permet de se réajuster. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait des conflits et qu'on les laisse dormir. C'est ça le problème, c'est que souvent, tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, ça me touche, je ne vais rien dire, je vais laisser dormir. Et puis en fait, j'encaisse, et puis à un moment donné, ça pète et ça crée une grosse crise. Un conflit, il est sain. J'ai même envie de dire qu'un couple qui ne se dispute jamais,
C'est peut-être qu'il y en a un... t'inquiéter. Oui, parce qu'en fait, c'est qu'il y en a un qui se lisse aux besoins de l'autre. Mm, mm. Ça veut dire que, bon, j'ai pas envie de faire ça, mais je vais le faire pour te faire plaisir, donc je dis rien, et donc du coup, je me lisse. Alors, c'est bien, hein, ça peut durer un temps, mais à un moment donné, celui qui s'est lissé, Ça il finit peut quand se même dire, en grosse crise. ouais, non, et puis il peut se dire, moi j'ai envie d'autre chose en fait. Mm, mm. Parce qu'il n'écoute pas mes besoins. Mais le souci, c'est que est-ce que je les ai exprimés, mes besoins? Voilà, le truc qui est là aussi. Hein. Mais donc ça, les conflits, c'est plutôt sain dans un couple. Vraiment, moi, j'invite, si vous avez des conflits de temps en temps, à ne pas paniquer, c'est normal. On peut ne pas être d'accord sur l'éducation des enfants. Hein. On peut estimer que notre éducation, elle est meilleure que celle de notre conjoint. Ok, qui a tort, qui a raison, il n'y a pas de tort ou raison, on reste là dans une phase de confrontation. Ok. Le tout, c'est de se tourner vers des solutions et de s'écouter l'un et l'autre, parce que personne n'a raison. Donc c'est vraiment d'aller prendre l'un et l'autre. Et puis dans les couples, il y a aussi quelque chose, souvent, que je m'aperçois, c'est qu'on attend de l'autre qu'il change. Mais l'autre, il changera jamais. On l'entend souvent. Ouais. Bah, Ouais. peut-être qu'à un moment donné, il va comprendre, il changera. Peut-être qu'à un Ouais. moment donné... C'est Mais- un mot qui revient, en fait. Mais déjà, pourquoi vous voulez changer l'autre? On doit l'aimer pour qui il est. Et vous l'avez aimé au début pour qui il était. Hein. C'est aussi la routine qui a fait que vous n'acceptez plus les choses du début. Et de deux, si vous changiez déjà, peut-être que lui changerait ou qu'elle, elle changerait. C'est-à-dire que les gens restent dans l'immobilisme. J'attends de toi que toi, tu changes. Moi, je ne change rien du tout. Bah non. Montrez l'exemple. Moi, c'est ce que je dis aux couples, c'est montrer l'exemple. Et surtout les femmes. Parce que malheureusement encore, alors c'est plus vraiment vrai avec la génération Z, mais les femmes sont encore gardiennes de l'intimité, c'est-à-dire du couple. C'est-à-dire que c'est elles qui vont aller chercher la communication. On le voit, les femmes, elles disent, il parle jamais, il s'enferme dans sa grotte, voilà, j'arrive pas à voir. Il faut discuter, on a besoin de parler. Ça, c'est les femmes, très clairement, hein, et ça l'est depuis Plus très dans longtemps. l'émotionnel. Voilà. Non, mais elles sont gardiennes de l'intimité. Mais seulement aller chercher toujours l'autre aussi, alors que lui, parfois, il n'a pas les réponses, ou toujours aller l'enquiquiner de la même manière, bah, ça ne marche pas. Donc, si votre manière de faire, elle ne fonctionne pas, mais changez. Si vous changez, l'autre, il va changer. Soyez gardienne du changement aussi. Amorcez le changement. On peut accompagner, d'ailleurs, moi j'accompagne parfois des gens qui sont en couple, mais qu'une personne sur les deux. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, si c'était, si tu trouvais que c'était dur d'avoir, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, c'est dur de ramener les deux en thérapie. Alors, c'est souvent les hommes qui freinent. Et je le vois même quand j'accompagne les célibataires, j'ai 75% de ma clientèle qui est féminine. Les hommes, il n'y a que 25%, parce qu'ils ont du mal à se faire aider sur ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler de leurs émotions. Ça change hein, maintenant, les jeunes de 18, 19 ans, 20 ans savent un peu mieux parler de leurs émotions, mais pas toujours, parce qu'ils ont quand même des papas qui ne leur montrent pas toujours le bon exemple. Donc ils ne savent pas parler de leurs émotions, et donc venir en thérapie, c'est juste énorme pour eux. Ils vont peut-être pleurer, ils vont devoir montrer leur vulnérabilité. Ça leur paraît impensable. Donc c'est vrai que parfois, les femmes ont du mal à faire venir leur conjoint lors d'accompagnement, de coaching de couple. Est-ce que j'ai eu cette discussion avec une dame que j'ai reçu un livre qui a 75 ans, tu sais, toute pétillante, et qui m'a dit quelque chose. Elle dit tiens, cette question que j'ai envie de poser, qui me dit mais tu sais, je veux vraiment montrer que l'amour n'a pas d'âge, le machin. Et elle m'a dit mais si tu savais le nombre de femmes de 75 ans, parce qu'elle a 75 ans, qui sont autour de moi et qui pensent que c'est fini, il est trop tard. Est-ce que ça c'est quelque chose aussi que tu rencontres souvent, et une question est-ce que tu as l'impression qu'on se dit souvent ça? Oui. À partir d'un certain âge, il y aura soit plus de sexe, soit je dois m'asseoir là-dessus, soit je dois m'asseoir là-dessus, ou soit en fait c'est plus de mon âge de tomber amoureux. Ouais, tout le monde me dit ça. Même des femmes que j'accompagne à 65 ans, et elles me disent ah non mais moi de toute façon c'est fini.
Bah non, c'est pas fini, pas du tout. Effectivement, l'amour n'a pas d'âge. Et on le voit, hein, il y en a dans les maisons de retraite qui tombent amoureux, même à 85 ou 90 ans. Donc l'amour n'a pas d'âge. Par contre, c'est sûr que si elles ont 75 ans, qu'elles restent chez elles et qu'elles ne rencontrent pas d'autres personnes, elles vont avoir le sentiment que c'est fini. Et puis, c'est quand même certain, on ne va pas se mentir, qu'on se fait moins draguer à 70 ou 75 ans que quand on a 25 ans. Ça, voilà, c'est une réalité. Mais bien sûr qu'il y a des hommes qui ont envie d'aimer et d'être aimés à 75 ans. Bien sûr qu'il y a des femmes qui ont envie d'aimer et être aimées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sites internet pour les personnes de plus de 50 ans, 60 ans, qui se sont créés. Parce que évidemment qu'on a envie d'être aimé à cet âge-là. Et donc, c'est possible de trouver l'amour à n'importe quel âge, très clairement. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Voilà. C'est surtout que la personne qui a cet âge-là, elle rencontre moins de personnes, elle a moins de possibilités de rencontrer des personnes. Elle est plus au travail, elle sort plus autant. Ouais. Voilà, mais pour une femme qui sort, pour un homme qui sort, oui, on peut rencontrer l'amour, bien sûr. Bien Et sûr. est-ce que l'amour est différent? Est-ce que... Alors, on va passer quand même par toutes les phases. Ouais. C'est-à-dire que l'état amoureux, il va être le même. Et la sexualité, elle peut être très forte. Parce que c'est souvent la question. Bah oui. Ah bah, à 75 ans, de toute façon, je sais très bien qu'il n'y aura pas de sexe. Bah alors, je peux vous dire que c'est complètement fou. Ouais, voilà, c'est une question que je pense Bien que sûr, beaucoup de gens non. se posent. Alors, évidemment, physiquement, par exemple, il peut y avoir des consultations à avoir avec son médecin pour trouver Bien des sûr, solutions. voilà. Mais le désir, il est autant présent. Le désir, il est autant présent. Après, oui, si j'ai pas eu quelqu'un pendant très très longtemps, peut-être que remettre en route tout ça, ça va me demander d'aller chercher un petit peu d'aide. Pourquoi Bien pas? sûr. Mais le désir, faire l'amour, c'est possible à tout âge. Et puis, faire l'amour, moi, je voudrais quand même le dire, c'est pas que la pénétration. C'est aussi les jeux, c'est aussi les caresses, c'est aussi la tendresse. C'est beaucoup de choses, faire l'amour. Hein. On a regard, toujours l'image très pornographique, oui. il faut que ça se finisse par la pénétration. Mais l'amour, c'est plein de choses. Faire l'amour, une intimité sexuelle, elle peut être autre chose que la pénétration. Et elle vient d'ailleurs souvent bien plus loin dans Bien ce sûr. qu'on ressent. Ça peut être un regard, ça peut être plein de choses et on peut se sentir tout autant désiré par Bien un sûr. regard que par une simple pénétration. Et je Oui, pense tout que- à fait. Mais vraiment, il n'y a pas d'âge pour ressentir du plaisir. Est-ce que tu as des petites anecdotes rigolotes à raconter? Je ne sais pas, sur des choses qui te viennent comme ça, sur l'amour, enfin le coup de foudre, Ouais. n'importe quel état un petit peu. Des petites histoires qui t'ont marqué, qui t'ont... Il y a toujours une cliente qui m'a marquée. C'était une cliente, une Parisienne, une femme très indépendante, professionnellement. Elle avait un super job, c'était super. Mais elle n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Elle avait 35 ans. Mais vraiment une super femme. Très exigeante. Parce que ça aussi, c'est le problème de notre société, c'est l'exigence amoureuse hors norme. Et donc, elle s'était mise sur des sites de rencontres. Et donc, moi, j'accompagne aussi à aller sur les sites de rencontres. Je les aide à trouver les bonnes personnes, les belles personnes. Et elle me dit, oh, Christelle, elle avait déjà fait plusieurs rencontres. Hein, et elle me dit, oh, Christelle, là, j'ai rencontré... Enfin, je discute avec un homme sur Internet. Oh, je suis en train de tomber amoureuse, je l'adore. On s'entend trop bien, on s'est appelé, on s'est eu au téléphone. Je lui dis, mais c'est super, mais... Allez le rencontrer. Il faut rencontrer assez vite hein, sur Internet pour ne pas se créer de fantasmes. Et elle me dit, bah oui, mais Christelle, non, je ne peux pas le rencontrer. Je lui dis, mais pourquoi? Et elle me dit, parce qu'il fait 1m81. D'accord. Et donc, je la regarde et je lui dis, mais vous mesurez combien? Elle me dit, ah, moi, je fais 1m76. D'accord. Et je lui dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas le rencontrer? Parce que moi, je me suis dit que je ne voulais pas un homme en dessous d'1m82. Donc, je ne peux pas le rencontrer. Non, je lui dis, non, vous ne pouvez pas faire ça. Je lui dis, attendez, pour une fois que vous vibrez pour quelqu'un, elle m'avait montré ses messages, la connexion, elle était incroyable.
Et je lui dis, vous pouvez pas. Je lui dis, vous seriez allé dans un bar, vous auriez même pas vu qu'il faisait 1 cm de moins. Elle dit, oui, mais moi, si je mets des talons de 6 cm, il va faire ma taille, ça va pas le faire. Je lui dis, non, je lui dis, vous allez aller le rencontrer. Donc je l'ai forcée, elle voulait pas y aller. Et donc je l'ai forcée, elle l'a rencontré, et ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont ensemble. Et ça a été incroyable, ils ont une super belle histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les critères, je vous assure, ça on peut en rire. J'en ai autour de moi, des fois je me dis, on en parlait encore la dernière fois avec mes copines, on s'est dit mais c'est pas possible, il pourra pas trouver l'amour puisque ça. Et dès que ça déroge un tout petit peu, que ça sort légèrement des cases, stop, parce que c'était pas ce que je m'étais dit. Alors pour moi, ça cache une grande peur, hein, très clairement. Mais néanmoins, la société de consommation est venue s'immiscer dans les rencontres. C'est un drame. Hein. Moi, j'ai des femmes qui viennent en rendez-vous et qui me disent « Alors, moi, je veux pas un médecin, je veux pas un ingénieur, je veux pas un architecte, je veux pas un artiste. » L'amour, c'est tellement pas la profession de l'autre. L'amour, en plus, c'est magique. On ne peut pas mettre comme ça des critères. Déjà, c'est des critères qui n'ont pas lu. Enfin, je veux pas un ingénieur parce que c'est trop sérieux. Bon, moi, je peux vous dire que je connais des ingénieurs qui sont pas forcément sérieux. Alors oui, évidemment qu'il y a des profils un peu plus, peut-être plus introvertis, mais enfin, on ne peut pas comme ça mettre des critères, c'est pas possible, des critères de taille très précise, des critères. Alors à la limite, moi j'accepte certains critères, comme je veux pas qu'il fume, etc. Là je me dis, bon ok, ça fait partie aussi du bien-être, même si au fond de moi je pense quand même, c'est peut-être dommage parce que la personne, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose de bien, mais soit, il y a des critères où on ne peut pas déroger qui sont importants pour l'autre, mais des critères genre je veux pas un blond. J'ai une cliente la semaine dernière qui m'a dit, moi je veux pas un blond ni un châtain trop clair. Bon, je suis sûre que finalement, après l'accompagnement, elle va être avec un blond ou un châtain trop clair. Parce que souvent, c'est ça. Hein. Je veux pas un chauve. Et puis, la personne, elle se retrouve avec... elle tombe amoureuse d'un chauve. Voilà. Enfin, ça, c'est des critères. Bon, moi, je les écoute, évidemment. On va aller essayer de rencontrer la personne qu'elle souhaite physiquement. Mais moi, j'y mets pas beaucoup d'importance. Parce qu'en fait, je sais très bien qu'on peut tomber amoureux, même de quelqu'un qu'on trouverait moche au début. Vous savez, c'est un peu comme un meilleur ami que vous avez, et puis à force de le voir, de le connaître, de passer des moments incroyables, un jour, voilà, de rire, de se connecter, de lui dire notre vulnérabilité, d'avoir des sujets profonds. Voilà, d'avoir des sujets profonds. Un jour, on se réveille et on se dit, oh, en fait, je le trouve beau. Ouais. Finalement, on le croise en fait, avec avec une autre femme. Ouais, c'est ça. Et avec une autre femme, et là, on se dit, oh, en fait, il est hyper beau. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît. Je sais pas, je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Ouais. Et la connexion émotionnelle, c'est ça. C'est tomber amoureux quand on connaît vraiment l'autre. Et donc, moi, j'invite à faire connaissance, même si au début... Alors, je ne dis pas, il ne faut pas que physiquement, il vous rebute, évidemment. Mais même si au début, vous dites, oh, je ne sais pas, je n'aime pas trop ses cheveux, ou j'en sais rien, de quand même persévérer, parce que vous pouvez tomber amoureux. Vous n'êtes pas à l'abri de l'état amoureux qui débarque, parce qu'il y a une vraie connexion. Ouais. Et c'est ça, l'amour, en fait. C'est quand on connaît l'autre, et que d'un coup, il y a la connexion émotionnelle qui se crée. Et là, c'est magique. Et donc, le physique, oui, mais attention quand même à ce genre de critères. Plus jeune, mais je pense que c'est normal, en fait, on se met des choses en tête sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ouais. Et il y a une différence entre le fait que des choses reviennent. Je sais que pendant un moment, ma mère me disait, mais Chloé, chaque fois que tu as un copain, quand même, il se ressemble. Enfin, il y a quelque chose, parce qu'il doit avoir une identité d'une certaine façon, même si je ne cherche pas le physique qui revient. Mais c'est vrai que plus jeune, j'avais des critères, un peu plus, puis jusqu'au jour où, en fait... Pareil, moi je veux les bruns. Hein. Jusqu'au jour où je tombe sur un blond et une fraction de seconde, il est passé derrière une baie vitrée et waouh, c'était parti pour 4 ans. Quoi. Bien sûr. Et alors qu'à la base, non, pas les blonds. Bah non, en fait, c'est ça. C'était même plus. C'est même plus un sujet à ce moment-là. Ouais. Et ce jour-là, j'ai dit, un fait, non. Ouais. Donc un jour, quand j'ai fait ma demande à l'univers de ce que j'avais envie dans ma vie, c'était tout simple. C'était. Je veux quelqu'un avec qui je suis heureuse, je veux quelqu'un avec qui je suis connectée, je veux quelqu'un avec qui je peux... tu vois, pour le coup, qui a une profession, qui comprend ma profession
et avec qui peut-être je peux justement voyager aussi Ouais. et tout pour partager des choses. Et je veux qu'il m'attire. Et voilà, j'ai fait ma lettre et j'ai dit, il n'y a pas de critères, il n'y a Mais c'est rien, bien. et c'est parti. C'est des critères de l'être. Voilà. Il faut prêter attention aux critères de l'être, sur ses valeurs, ses qualités fondamentales. C'est ça qui est important. Pas les critères du faire et du paraître. Ah, c'est super, il joue au golf. Bon, c'est bien, mais on s'en fout. Il jouerait au tennis, ce serait pareil. Enfin, bon. Ce que je veux dire par là, c'est pas des critères de faire. Moi, j'ai des femmes, elles me disent, ah non, mais moi, je veux quelqu'un qui fait de la rando parce que moi, je suis fan de rando. Mais même s'il ne fait pas de rando, c'est pas grave. Peut-être que vous allez l'initier à la rando, C'est ça. peut-être qu'il fait de la moto, peut-être qu'il fait autre chose. Découvrir d'autres Mais univers on aussi. va découvrir d'autres univers. Donc, on ne regarde pas les critères de faire et de paraître, encore moins évidemment. Mais par contre, on regarde les critères de l'être, ce qui est important pour nous, ce qui est fondamental, ce qui va être aussi sécurisant pour nous, ce qui nous fait vibrer dans sa vision de la vie. On peut parler même... Pour vérifier la connexion et les critères de l'être, il faut avoir des sujets très divers. Par exemple, on peut parler politique. Derrière la politique, on va par exemple trouver des valeurs qui peuvent être importantes pour nous. On va parler de la famille, des amis, voir si pour lui la convivialité, l'amitié, elle est importante, si la famille pour lui, ça a une importance. Si vous avez envie d'avoir une grande famille, posez-lui des questions sur son rapport avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc. C'est ça qu'il faut aller vérifier. Et quelle est sa vision de la vie, comment il voit, même quand il sera en retraite, comment il se voit dans 10 ans. C'est ça qui est important. Pas ce qu'il fait ou le métier qu'il fait. Oh, c'est un super commercial ou il est directeur commercial d'une grosse entreprise. Tant mieux, ça veut dire que peut-être vous êtes financièrement tranquille et qu'il ne viendra pas vous demander d'argent, mais ça n'a pas d'importance sur qui il est. C'est pas ça qui le définit. Oui, puis c'est à ce moment-là que ça te permet justement d'arriver sur d'autres sujets, de si t'es pas trop famille, pourquoi? Parce qu'on peut ne pas l'être et finalement évidemment. le devenir parce que notre histoire personnelle fait qu'on ne l'est pas spécialement, mais à travers l'autre, on peut découvrir finalement on a un côté où on est famille et que... Bien sûr. Et en fait, c'est ça aussi, je pense, l'amour, c'est de découvrir des parts de nous qui étaient endormies ou qu'on a mis de côté parce qu'on a vécu certaines choses. En fait, l'amour nous réveille. L'amour nous réveille. L'amour nous fait redevenir cette petite poupée russe. Il nous réveille. Donc si on a été abîmé, si par exemple on n'a pas envie de créer une famille parce qu'on a eu des parents ou une famille un peu dysfonctionnelle, etc., l'amour va venir chercher quelque chose chez nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on voudra automatiquement une famille, etc., mais en tout cas, il vient réveiller qui on est. Il nous fait grandir, il nous réveille. Et donc... soit je vais faire exactement, souvent hein, on se rend compte quand on a des traumatismes dans l'enfance, c'est soit je reproduis, soit je vais faire l'inverse. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, hein, mais on est souvent dans ces deux choses-là, deux schémas-là, et en amour c'est la même chose. Et pour la famille c'est la même chose, soit je vais reproduire, soit je vais plutôt faire l'inverse. Donc tout ça c'est important, mais aller questionner sur ça, sur... la famille, sur ses rapports avec ses parents, sans juger évidemment, il a le droit d'avoir un mauvais rapport avec ses parents ou avec ses frères et sœurs. Écouter son parcours de vie parce que c'est suite à ce parcours de vie qu'il est devenu la personne qu'il est. Coup de foudre, oui, ça existe. Ah bien sûr, ça existe. Voilà, et c'est extraordinaire. Et c'est merveilleux à vivre, Voilà. mais néanmoins... Misez pas tout sur un coup de foudre, Voilà. hein, surtout pas, parce que ça risque de ne voilà. pas durer. Ouais. Il faut revenir un peu à soi. Et si tu avais un conseil à donner à un couple ou autre, la première chose que tu aimes dire, ce serait quoi en fait? Qu'est-ce que le premier conseil que tu pourrais recommander? Même si du coup, comme t'es un peu experte en amour, j'imagine qu'il y en a un bien. Oui, il y en a plein. Par exemple, à un jeune couple, ce que j'aurais envie de dire, c'est ne cédez pas à l'immédiateté. Je vois trop de personnes qui, au bout de 3-4 mois de relation, veulent tout de suite, des textos tous les jours. Non, des textos tous les jours, ça mène à rien, ça n'a pas de sens. Je sais que ça choque peut-être ce que je dis là, parce que de nos jours, on est dans cette société-là, mais ça n'a pas de sens. Et allez toujours au rythme de celui qui est le plus lent. Vous avez le temps, si vous devez passer 30 ans ensemble, 50 ans ensemble, 20 ans ensemble, vous avez le temps, vous ne vous précipitez pas.
vivez au jour le jour, faites connaissance, n'ayez pas d'exigence, il m'a pas appelé hier ou j'ai pas eu de texto ce matin, arrêtez d'être derrière votre téléphone portable parce que c'est des tue-l'amour et puis ça vous crée de l'angoisse, vraiment. On s'en moque si même pendant 2 jours vous n'avez pas de nouvelles, il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est pas forcément la catastrophe derrière, en fait. Mais pas du tout. Mais non, mais pas du tout. Ouais. À l'époque, quand les téléphones portables n'existaient pas, on ne s'appelait pas tous les jours. Tu ne voyais pas pendant une semaine si tu calais un rendez-vous. Mais c'est ça. Au cinéma, une semaine après. Et le désir, il naît de l'absence, de la distance. Donc on s'en moque si tous les jours vous n'avez pas de nouvelles. C'est pas grave. Ne paniquez pas, ne soyez pas en dépendance par rapport à ça. Moi, c'est vraiment le conseil que je dirais. Et pour les couples qui sont plus établis, lâchez vos téléphones. J'en reviens au téléphone, mais parce que passer vos soirées à regarder les réseaux sociaux, c'est un vrai tue-l'amour. Ça empêche la connexion. Vous ne pouvez pas être concentré avec l'autre. Vous ne prenez pas soin de votre couple quand vous êtes sur votre téléphone portable. Déjà, le téléphone portable au lit, c'est interdit. C'est interdit. Je peux le faire, hein, je le dis clairement, hein, mais quand je le fais, je me dis, mais Christelle, t'es nulle. Oh non, je me dis, mais t'es nulle. Mais ça m'arrive, j'avoue, ça m'arrive. Et pourtant, je suis vigilante. Mais le téléphone au lit, c'est... voilà, ça ne permet pas votre connexion, ça ne permet pas une connexion intime, ça ne permet pas une connexion émotionnelle. Même quand on regarde un film maintenant avec l'autre, je m'aperçois avec les couples que j'accompagne, ils sont devant le film avec leur téléphone. Donc ils ne sont même pas en train de vivre les émotions du film en même temps. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Lâchez les téléphones. Lâchez les téléphones, n'attendez pas de texto. Quand vous êtes avec l'autre, soyez pleinement présent. Retournez même pas votre téléphone sur la table du restaurant, mettez-le dans votre poche, mettez-le dans votre sac. C'est un vrai moment pour vous qui est censé être un moment de qualité. Connectez-vous à l'autre si vous voulez être un couple connecté et qui marche, qui est durable et qui vibre. C'est ça, vraiment les écrans à bannir. on fait notre max. Parce que comme tu dis, c'est pas évident. Et oui, mais vous vous rendez compte de ce qui se joue à ce moment-là? Vous préférez scroller sur les applis plutôt que de faire un câlin à votre conjoint ou plutôt que de se parler les yeux dans les yeux. Vous vous rendez compte à quel point on est des esclaves de cet outil-là, du téléphone. Ça t'isole complètement, quoi. Enfin, mais façon, on est complètement isolé. Et puis, c'est pas différent. Tu regardes quoi? Et tu fais quoi? Et je regarde Facebook, je regarde Insta, je regarde TikTok. Enfin, vous imaginez les discussions qu'on a? C'est pathétique. C'est pathétique. Donc même pour les jeunes, s'il vous plaît, lâchez quand vous êtes en couple, quand vous êtes à deux, lâchez votre téléphone, profitez de ce vrai moment, de ce lien, de cette connexion. Vous enfermez pas avec ça, quoi. Ça tue l'amour, ça tue le couple. Vraiment, hein, ça tue le couple. Ouais, le téléphone. Et pour plein d'autres raisons, même en dehors des réseaux sociaux, ouais, on va pas tous les faire. On va pas tous les faire. Mais là, c'est vraiment un outil qui tue le couple. Ouais. Pareil pour les séries, hein, d'ailleurs. On a le droit de se faire une petite série sympa à deux, c'est hyper sympa, le dimanche après-midi ou un soir de semaine. Mais par contre, être tous les jours branché série jusqu'à 1h du mat et puis tout de suite je m'endors, il y a zéro connexion. Hein. Je vois quand même rarement des couples qui, après avoir regardé 3 ou 4 épisodes le soir de série, vont faire l'amour avec une connexion incroyable. Ils peuvent faire l'amour par habitude à la limite, mais on est complètement déconnecté de la connexion. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à remettre en place, des comportements nouveaux à adopter. Parce que sinon, le couple, il ne peut pas être beau. Mais écoute, merci beaucoup. Merci Chloé de m'avoir laissé la parole. Ça me fait cogiter aussi. Tu sais, je me dis, j'ai plein de trucs à dire autour de moi. Mais même moi, tu sais, je prends beaucoup de choses aussi pour moi, toujours dans les interviews. Donc ça fait du bien de entendre certaines choses. Je pense qu'au fond de moi, je suis toujours, tu sais, j'ai le cœur grand. Alors j'aime l'amour, tu vois. On dit souvent, je suis amoureuse de l'amour. Mais c'est pas évident. Et donc c'est plein de belles choses et je suis ravie.
On peut te retrouver, je vais partager en dessous de la vidéo, mais donc ton Instagram c'est Dame de Cœur. Coaching. Coaching, voilà, je le mettrai en dessous. Et on peut aussi également te retrouver, est-ce que donc tu as un site internet? J'ai un site internet qui s'appelle Dame de Cœur, j'ai un podcast qui s'appelle L'amour est partout. Et puis on peut me retrouver aussi sur Facebook parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur Facebook parce que c'est vrai que l'amour c'est moins LinkedIn, Insta je m'y suis pas mise tout de suite donc du coup j'ai énormément de gens qui me suivent sur Facebook donc on peut me suivre à Dame de Cœur. Ok, et ben je mettrai tout ça en dessous de la vidéo. Ouais, merci beaucoup Chloé. Merci beaucoup Christelle. Merci.